Alors, comment détecter la maladie? Comment aider le malade et sa famille? On en parle avec nos invités sur le plateau. Docteur Florian Ferreri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Saint-Antoine, spécialiste de la bipolarité notamment. Philippe Charrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président fondateur du Clubhouse. C'est un endroit où on reçoit notamment, je crois, 40% de bipolaires. Il y a aussi des schizophrènes, des gens qui souffrent de TOC. Exactement. C'est ça, vous les accompagnez, vous accompagnez aussi leur famille. Pourquoi cet investissement? Vous êtes touché vous-même? Oui, je suis touché directement et je préside également l'UNAFAM, qui est l'Union nationale des amis et des familles d'handicapés psychiques. Et j'ai reçu un témoignage qui m'a conforté dans mon engagement. Si vous permettez, je vais le lire, il est très bref. C'est une jeune femme qui s'appelle Agnès, qui souffrait de troubles de bipolarité, qui l'ont conduit à un suicide. Et elle écrivait ceci. Papa, maman, je n'ai pas voulu votre malheur. C'est le mien qui vous a fait connaître la peur. Et si rien n'est plus dur, sans doute, que de sentir ses enfants souffrir, rien n'est plus triste de savoir ses parents blessés d'un sentiment d'espoir envolé. Elle avait 25 ans quand elle écrit ça. Elle s'est donnée à la mort parce qu'elle ne supportait plus sa maladie. Voilà. Et tout est dit. Elle était consciente de sa maladie. Elle ne pouvait rien faire. La maladie s'est abattue sur elle. Elle était aussi consciente que cela faisait souffrir ses parents. Et les deux étaient là. On va parler justement des proches. Je disais que la maladie était détectée 8 ans en moyenne après son déclenchement. Pourquoi si tard? C'est parce qu'on n'a pas le réflexe, on ne sait pas bien la détecter? Alors oui, 8 ans, ça paraît énorme avec énorme, les moyens dont on dispose et le système de soins que nous avons. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où la personne n'a pas du tout été identifiée par le système de soins et où on a attribué des troubles du comportement, une originalité, à de l'excentricité, à quelqu'un d'atypique, d'anormal, voire à quelqu'un de caractériel qui a des sautes d'humeur. On a dit, bon, il est comme ça et c'est pas une maladie. Parce que ça commence comment? Parce que là, on a vu des gens qui étaient vraiment installés dans les troubles bipolaires. Mais comment on en voit les premiers signes? On a vu dans le reportage qu'il y avait des phases dépressives et des phases d'excitation. Ça commence souvent par des phases dépressives. C'est pas une règle absolue, mais c'est souvent ces phases-là. Et c'est difficile de faire le diagnostic dans ces conditions de bipolarité parce qu'on peut penser que la personne va faire soit un épisode unique, soit que des dépressions. Et un des retards diagnostiques est dû à ça. On pense que la personne fait des dépressions récurrentes alors qu'en fait, elle va alterner des phases de dépression et d'exaltation. Et très haute et très bas. C'est ça la caractéristique. Le notamment. trouble bipolaire, c'est vrai, parce que le moral fluctue tous les jours, ça, en fonction de l'environnement, on connaît. Mais que ça fluctue avec des périodes aussi basses et des périodes aussi hautes, là, c'est très caractéristique de la bipolarité. Et surtout, ces périodes durent dans le temps. Plus de 15 jours, on dit, dans la dépression, au moins une semaine dans la phase d'excitation. Donc c'est quelque chose de durable et d'installé. Diagnostic très tardif. On la connaît mal, cette maladie, finalement. Tout à fait. Peut-être un élément complémentaire, si vous permettez, docteur. Ce qui caractérise la bipolarité, ce sont également les comorbidités associées à la bipolarité. C'est-à-dire chercher la mort? Non, essentiellement les produits toxiques, par exemple. Une appétence particulière pour des produits toxiques qui auront un effet bien plus ravageur pour les bipolaires. Typiquement, la consommation de drogue et d'alcool à outrance. Et ça, c'est très important. Donc, surtout chez les jeunes. Vous voyez, on est face finalement à des jeunes qui deviennent toxicomanes et avant de remonter pour savoir qu'est-ce qui se passe, vous voyez, il faut du temps. Alors vous parliez des jeunes justement. On a dit dans le documentaire qu'il y avait une part de génétique. On peut l'estimer, la part de génétique? C'est-à-dire que si une maman, un papa est bipolaire, quelle est la malchance entre guillemets que ses enfants le soient aussi? Alors quand on a des parents bipolaires, effectivement il y a un surrisque d'être soi-même bipolaire. C'est difficile à estimer, mais cette part biologique, cette vulnérabilité existe. Mais l'expression de la maladie dépend aussi de facteurs de l'environnement, le milieu dans lequel on a été évolué, les succès, les échecs qu'on a rencontrés, et ce qui a été dit et ce qui est très vrai, éventuellement la consommation de toxiques, d'alcool, de cannabis, qui peut précipiter vers la maladie. Il faut éviter les chocs en tout genre, c'est ça, émotionnels? Quand on est à risque d'avoir cette maladie, il vaut mieux essayer de se protéger de certaines choses, les gros stress, les gros chocs, la consommation d'alcool et de toxiques, et de prendre soin de soi, notamment d'être assez vigilant
à son hygiène de sommeil, par exemple. Ça, on sait que c'est très important. Alors, dans le documentaire, on entendait justement des personnes qui disaient « Attends, je suis traitée au lithium, on va en parler de ce traitement », qui disaient « Finalement, je suis un peu nostalgique de mes périodes de haut, parce que là, mon Dieu, j'étais tout puissant, je savais tout faire, j'avais peur de rien, j'étais désinhibé. » Alors, ce n'est pas tellement nécessairement le regret des périodes très hautes, c'est tout simplement le fait qu'ils ont le sentiment de ne plus avoir le même niveau d'émotion. Par exemple, dans les histoires amoureuses, ils ne vont pas aimer autant qu'avant. Donc éventuellement, leur compagne, leur compagnon leur dira « mais tu n'exprimes plus tes sentiments, tu les exprimes mal ». Donc le sentiment de ne plus être capable d'avoir un rapport normal avec autrui. Ça, on le voit souvent. Alors, on va parler du traitement. Oui, vous vouliez rajouter. Non, peut-être pour compléter, c'est de dire que quand on est passé par des phases extrêmes, très hautes et très basses, ce qui est difficile aussi, c'est d'apprécier quelle est la normalité. Et quand les gens, quand l'entourage estime qu'ils sont à une phase normale, eux considèrent peut-être qu'ils sont un petit peu en dedans. Et c'est très difficile de se rappeler de son propre régime de fonctionnement, en quelque sorte. Voilà, c'était pour compléter. Il y a à la fois la nostalgie des épisodes où on a été euphorique, parce que c'est un petit peu le pied d'être euphorique, ça a été dit, même s'il y a des risques. Et c'est aussi être capable de connaître son fonctionnement de base, et ça c'est difficile. Alors aujourd'hui, il y a des traitements, le traitement au lithium, on l'a vu, on dit que les patients sont stabilisés, c'est-à-dire c'est quoi? On réduit ces phases de haut et de bas. Alors le traitement comme le lithium est un thymorégulateur ou un régulateur de l'humeur, un régulateur du moral. Il permet de traiter les phases de décompensation, soit dépressive, soit d'excitation. Il permet aussi de prévenir la rechute, donc de limiter, d'espacer dans le temps le risque de rechute et de limiter l'intensité de l'accès si un accès devait survenir. Vous qui rencontrez beaucoup justement de personnes malades au Clubhouse, est-ce que là vous sentez dans quel état sont-ils? Est-ce qu'ils sont finalement, est-ce que c'est une béquille? Est-ce qu'ils se sentent mieux avec ce traitement? Alors, déjà, ils évitent les cas les plus graves. Il y a quand même une instabilité qui arrive. On a beau être traité au lithium, on peut tout à fait avoir des crises maniaques qui arrivent. Ne pensez pas qu'elles sont complètement éliminées. Simplement, une fois qu'ils sont stabilisés, après avoir connu une longue période difficile, ils sont perdus dans la vie. La plupart du temps, ils sont isolés. Et surtout, ils ont un mal de chien à revenir au niveau du milieu du travail. Quand leur comportement n'a pas été suffisamment difficile à accepter pour que les parents les écartent pas. On voit pas mal de gens dans la rue ou pas mal de gens en prison qui ont ces maladies psychiatriques. Et à ce moment-là, ils ont la vie devant eux et une grande difficulté à s'insérer à nouveau. Et une grande angoisse finalement. Ils ne sont plus capables, c'est ça? L'estime d'eux-mêmes est extrêmement faible. La caractéristique de cette maladie, c'est que l'estime de soi-même, et d'ailleurs, vous voyez, les gens que vous avez interviewés l'ont dit, plus d'estime d'eux-mêmes du tout. Et ça, il faut le reconstruire progressivement. Et ça prend du temps. Est-ce que le lithium, est-ce qu'il y a des effets secondaires à ce traitement? Alors le lithium est la molécule de référence. On sait que les patients traités globalement ont un meilleur pronostic que ceux qui ne sont pas traités, mais ça reste un médicament avec des avantages et des inconvénients, et éventuellement des fois des problèmes de tolérance. Ce qu'on rencontre souvent, c'est des fois des problèmes de prise de poids ou de tremblement, ça c'est pour ce qui est visible. Mais la crainte que nous avons, nous médecins, quand on prescrit du lithium, c'est la tolérance au long cours sur le rein et sur la thyroïde. Alors on a eu beaucoup de problèmes par le passé parce qu'on ne savait pas qu'il fallait finement doser le lithium. Maintenant qu'on surveille régulièrement les taux de lithium et qu'on fait très attention à la fonction du rein régulièrement, on a moins de soucis. Mais c'est quand même quelque chose dont il faut faire attention. Alors je lisais aussi que beaucoup de patients faisaient de la résistance à un moment donné à ce traitement, parce que justement ils ne trouvaient pas leur rythme, leur nouvelle place, parce qu'ils avaient moins de libido, ils avaient l'impression de moins vivre, d'avoir moins d'intensité. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que là le rôle, on va dire, des parents, des frères, des sœurs, des amis, est-ce que là il est essentiel? Il est fondamental, absolument fondamental. Le rôle des amis et de la famille, c'est vraiment une forme de garde du corps, quelque part. Il faut savoir aussi accepter les moments difficiles. Et la connaissance de la maladie permet de la déstigmatiser. Parce que ce qui fait le plus de mal, finalement, c'est, face à une personne malade, de lui dire « mais comporte-toi un peu mieux, ton comportement est inacceptable ». Et cette méconnaissance de la maladie entraîne une stigmatisation qui est extrêmement préjudiciable pour les bipolaires. La méconnaissance de la maladie, ça complique votre travail avec les patients dans le suivi sur le long cours des traitements? C'est un enjeu majeur.
que la personne elle-même comprenne sa maladie, et c'est pour ça on a dit les médicaments sont importants, mais il y a tout ce qui est non médicamenteux qui est important, notamment l'éducation sur la maladie et d'autres formes de thérapie qui sont importantes, et puis faire comprendre à l'entourage l'importance des traitements, pas pour être le surveillant général à la maison, est-ce que la personne a bien pris les traitements, mais pour soutenir un proche quand il va mal et pour lui rappeler que le traitement peut avoir des inconvénients, mais qu'il a globalement plus d'avantages que d'inconvénients. Mais juste pour compléter, peut-être dire qu'il n'y a pas aussi que le lithium, il y a d'autres traitements. Et quand un traitement vraiment est mal toléré, il y a toujours la possibilité d'en parler à son médecin et de changer un petit peu la prescription aussi. Donc adapté, mais c'est forcément un traitement qu'on prendra, on va dire, jusqu'au bout. Une fois que le trouble bipolaire est diagnostiqué, c'est une maladie chronique mais qui évolue de façon cyclique. Donc on n'est pas toujours malade, c'est pas des hauts et des bas permanents, c'est un épisode à un moment donné, un intervalle libre qu'on va qualifier d'euthymie et un autre épisode. Mais globalement, les personnes qui prennent un traitement régulièrement font moins d'épisodes que les autres et on conseille de le prendre de façon prolongée. Et je voudrais qu'on termine, puisqu'on a vu dans ce documentaire que finalement, au bout, il y a quand même le risque de la mort, du suicide. On entendait ce monsieur qui disait dans ma baignoire, je m'enchaînais pour surtout ne pas aller jusqu'au bout de mon geste. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le traitement, on arrive à diminuer ce... Les risques de la maladie sont multiples. Le risque suicidaire, c'est un des principaux. Le risque par rapport à la population générale, je crois que c'est multiplié par 25. Donc c'est absolument colossal. Encore une fois, quand on a un suivi régulier, quand on a un traitement bien pris, quand on a des aides psychologiques et une aide de l'entourage et éventuellement une aide d'association, le risque diminue massivement malgré tout. Donc il y a moyen de se prémunir de ça, mais ça reste une crainte majeure de ce trouble. Une crainte majeure, j'imagine que quand on est les proches que vous rencontrez, j'imagine que ça c'est terrible de vivre avec ça. C'est ce que disait cette jeune fille. C'est finalement, je vous ai enlevé l'espérance que ça aille mieux. Voilà, tout à fait. Voilà pourquoi le Clubhouse, notre idée, c'est l'espoir en tête. Inversement, quand on accompagne ces personnes, on s'aperçoit qu'elles peuvent tout à fait se réintégrer dans la société, y compris dans le milieu du travail ordinaire. On a des taux, pourtant, vous voyez, il y a une partie de personnes qui souffrent de schizophrénie. On a des taux au bout de 2 ans de 40% d'insertion dans le milieu du travail qui fonctionne bien. Voilà. Donc il y a de l'espoir en tête. Voilà ce que il y a de l'espoir, et notamment pour les schizophrènes. Vous en parliez, parce que vous en occupez aussi dans le Clubhouse, au même titre que les bipolaires. C'est justement le thème de notre deuxième reportage. La schizophrénie, c'est quoi la différence avec la bipolarité? Alors schizophrénie et bipolarité sont deux pathologies quand même un petit peu différentes. On a vu que dans la bipolarité, c'était des phases bien précises avec des intervalles libres dans lesquels il y avait peu de symptômes et de handicap. La schizophrénie, ça fait partie des psychoses, donc c'est des personnes qui sont en dehors de la réalité et qui vont souffrir éventuellement d'idées délirantes, d'hallucinations, d'un sentiment de persécution et qui vont également avoir une désorganisation de la pensée de façon durable. Alors il y a des moments de rémission de la maladie mais dans lesquels il reste un handicap et il y a des moments d'accès, de décompensation où les patients sont plus graves. Bien sûr, il y a beaucoup de formes de schizophrénie différentes et des niveaux de handicap différents, mais entre les épisodes, il reste un handicap en général. C'est ce qu'on va voir dans notre documentaire. Merci à tous les deux pour votre témoignage et votre expertise. Beaucoup de clichés, je le disais, beaucoup de préjugés entourent encore la schizophrénie, une maladie médiatisée à l'occasion de faits divers. Et pourtant, 90% des patients schizophrènes ne sont pas violents et ne le seront jamais. Benjamin Battard a suivi des malades et leurs familles en grande souffrance psychologique. Tout de suite, schizophrénie, l'ennemi intime, notre documentaire.